Et oui, ça peut surprendre, mais la France importe toujours du gaz russe. L'Hexagone a même augmenté de 81%, le chiffre est précis, ses importations de GNL russe entre 2023 et 2024, selon l'organisme américain IEFA. Et donc Paris est devenu le premier importateur européen de GNL russe d'Europe en 2024. Patrice Geoffran, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Pardon de poser la question comme ça. On nous avait dit qu'on devait se passer totalement du gaz russe. Vous me direz, l'échéance c'était 2027, on n'y est pas encore. Oui, on avait dit qu'on devait s'en passer. C'est le plan REPowerEU qui a été mis sur la table au tout début du conflit en mars 2022 et l'objectif c'est de s'en passer en 2027. Si on veut avoir un ordre de grandeur, on a déjà à peu près divisé par trois globalement les importations, notamment parce que la plupart du gaz arrivant par des tuyaux, et notamment ceux qui traversent l'Ukraine, désormais ne transportent plus de gaz. Donc il reste pour l'essentiel du gaz naturel liquéfié. La caractéristique de la France, c'est d'avoir des capacités d'importation des infrastructures, donc des ports méthaniers très concrètement, qui sont très importantes, parmi les plus importantes d'Europe, avec par ailleurs l'Espagne notamment. Mais la caractéristique de la France, c'est de pouvoir ensuite notamment injecter un peu de ce gaz vers l'Allemagne. Donc gardons à l'esprit qu'on est une porte d'entrée, que l'intégralité de ce gaz ne nous est pas destinée. Et tout ça est sur un chemin vers lequel ça doit rester l'objectif, évidemment, continuer à réduire nos dépendances vis-à-vis du gaz russe. Et on ne la réduit pas quand on augmente de 80%, quand la France augmente de 80% ses importations de gaz sous forme de GNL. Alors j'ai compris qu'il y a un petit tour de passe-passe, on n'a plus du gaz via les gazoducs, mais via du GNL, donc c'est un gaz qui est liquéfié, qui arrive par bateau et qui est retransformé en gaz quand il arrive en France. C'est ça? Mhm. Oui, tout à fait. Donc il est descendu à une température très basse, moins 160 degrés. Donc c'est un processus qui est assez complexe. Le contexte dans lequel ça s'inscrit, c'est tout d'abord le fait qu'il y a eu un embargo sur le pétrole, sur le charbon. Ça a pu se mettre en œuvre assez rapidement, notamment parce qu'il est plus facile de trouver d'autres solutions d'importation. Pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'essentiel, l'Europe était liée à la Russie par des tuyaux et puis avec à d'autres producteurs. C'est notamment le cas de la Norvège, qui est un producteur extrêmement important, en particulier pour la France et également par ailleurs à l'Algérie ou à l'Azerbaïdjan. Mais finalement, et quasi du jour au lendemain, en tout cas sur une période très très courte, il a fallu se réorganiser et parvenir à importer cette fois du gaz naturel liquéfié qui vient pour l'essentiel des États-Unis, qui vient également du Moyen-Orient, mais qui vient encore dans des montants encore significatifs pour l'heure de Russie. Derrière tout ça, il y a une ou deux Pardon, explications. je vous coupe, mais pourquoi on ne l'a pas substitué ce GNL russe par un autre GNL venant d'ailleurs? Puisqu'on a toutes les capacités pour le regazéifier quand il arrive par bateau sous forme liquide à moins 160 degrés. Alors derrière tout ça, il y a notamment des considérations économiques. Évidemment, on est sur un marché qui est assez tendu, dans lequel à l'heure actuelle le gaz coûte plus cher sensiblement évidemment qu'avant le début du conflit. On est à peu près à un ordre de grandeur fois deux, donc il y a beaucoup de tensions qui s'exercent, notamment sur les industriels qui dépendent beaucoup du gaz ou sur le gaz par ailleurs à la maison, qui lui-même a un impact sur le prix de l'électricité. Donc il y a une mise en concurrence entre nos différents fournisseurs et pour l'instant, la Russie reste dans le lot. On peut considérer tout à fait que c'est regrettable. Il faut quand même replacer tout ça dans un contexte dans lequel l'Europe a subi un choc d'une très grande violence économiquement. Schématiquement, tous les boucliers tarifaires, on s'en souvient, les amortisseurs qui ont été mis en œuvre en 2022 et qui sont prolongés en partie en 2023, ça a coûté à l'Europe Hmm. environ 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. Il y a une partie des difficultés économiques dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle en Europe Hmm. qui sont liées à ce choc et à ces prolongements. Ouais, mais il n'y a pas une part d'hypocrisie à dire, en termes de politique, dire on boycotte le gaz russe. Ok, il arrive plus par gazoduc, au final on le récupère par GNL et par bateau. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de boycott, hein. Il y a un embargo sur le charbon très vite. Il y a eu un embargo ensuite assez rapidement sur le pétrole, mais pas sur le gaz. Et sur le gaz, dès Hmm. le début, il a été admis que ça nécessiterait du temps pour des raisons qui sont que, voilà, transporter du pétrole, ça se transporte de fait sans transformation particulière. Donc, si on veut avoir une idée simple, le pétrole peut aller d'un bout à l'autre de la planète. J'exagère un peu, mais en tout cas sans transformation. Pour le gaz, c'est de fait beaucoup plus délicat. Beaucoup plus délicat. Alors finalement, c'est moins une hypocrisie, si pour reprendre vos termes,
française ou une nécessité française parce que finalement on importait 15% ou 15 à 20% du gaz de Russie et notre fournisseur essentiel c'est la Norvège, mais ça n'était pas le cas de nos voisins, et notamment de l'Allemagne, qui à la fois consommait beaucoup plus de gaz que nous, du fait du nucléaire du côté français, donc plus de gaz et plus de gaz russe. Ouais. Voilà. Et la Et France qui donc est on a donc... également Ouais. inscrit, nous Français, dans des mécanismes de solidarité européenne. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, vous l'avez dit, donc on est la porte d'entrée en Europe de ce GNL russe parce qu'on a ces terminaux de regazéification. Et après, ce gaz ne reste pas chez nous, il est renvoyé Alors chez nos pas, partenaires alors européens, l'Allemagne en premier lieu. oui, pas massivement, mais en tout cas en partie, et ça n'était pas le cas auparavant. Auparavant, le gaz, voilà, il circulait de l'est vers l'ouest, il arrivait en bout de chaîne jusqu'à nous via des tuyaux, et le système a dû se réorganiser, notamment au plus fort de la crise, pour en exporter un peu vers l'Allemagne. Le temps que l'Allemagne, par ailleurs, développe elle-même, et elle n'en avait pas ses propres capacités d'importation de gaz naturel liquéfié. Parce que la grande fragilité finalement de ce qui avait été mis en œuvre, c'est que l'Allemagne s'était totalement liée, finalement, pieds et poings liés à la Russie via des gazoducs, mais sans capacité d'importation de gaz naturel liquéfié, et donc sans modalité d'assurance. Et donc la France a eu un rôle à jouer dans la réorganisation du système, dans la gestion de crise en 2022 et Mm. encore à ce jour. L'Europe qui dépend beaucoup moins du gaz russe. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, c'est assez manifeste. La Russie qui couvre aujourd'hui 14%, je parle sous votre contrôle, des besoins en gaz des Mhm. Européens, on était à 40% avant la guerre en Ukraine. Donc Oui. on a divisé quasiment par 3 notre dépendance. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a parce qu'on a trouvé du gaz ailleurs, mais également parce que, et c'est ce que signalait aujourd'hui dans une note l'Agence internationale de l'énergie, parce qu'on a développé également rapidement des renouvelables. Les renouvelables qu'on a développés depuis 2022 nous ont permis d'économiser 60 milliards de mètres cubes. Alors, ça dit pas grand-chose, mais disons que c'est au bas mot 60 milliards d'euros. Donc, évidemment, c'est un effort qu'il faut soutenir. Et au moment où on s'interroge sur la bonne direction et la vitesse du Green Deal, c'est-à-dire de la décarbonation en Europe, eh bien, il faut garder à l'esprit nos dépendances sur le gaz, et la situation géopolitique à l'heure actuelle, elle n'est pas moins inquiétante qu'elle l'était en 2022. Et sur la France, la Russie couvre quel pourcentage pour le coup de nos besoins en gaz? Parce que le Bah, 14%, c'est à l'échelle de l'Europe, mais... aujourd'hui, c'est très fluctuant parce qu'on saisit au vol des opportunités en fonction du prix, mais de fait, on n'est plus lié par des contrats de long terme qui conduisaient à acheminer du gaz par des tuyaux. La caractéristique finalement du système tel qu'il était mis en œuvre auparavant, c'est qu'à partir du moment où vous avez investi des milliards et des milliards dans des tuyaux qui vont de Russie vers l'Europe de l'Ouest, eh bien, il faut que le gaz passe par là. Alors que ça n'est plus le cas dès lors qu'il s'agit finalement de prendre au vol, si on peut dire, d'acheter une cargaison dans le cadre de mécanismes concurrentiels et dans lesquels finalement on ne se lie pas les mains à long terme, en tout cas pas avec la Russie, Ouais, plus mais, avec la Russie. oui, mais à court terme, on l'a payé très cher, ce GNL américain. Il nous a coûté très cher. Alors oui, oui, parce que pendant la crise, nos amis ne nous ont pas vendu le gaz ni le pétrole par ailleurs à prix d'amis. Hein. Ça Ouais. vaut pour les États-Unis, ça vaut également pour la Norvège, et à nouveau, ça doit nous rappeler à nos dépendances. Si on veut avoir un ordre de grandeur à l'esprit, la France importe 99% de son pétrole et 96% de son gaz, et c'est des matières premières dont on maîtrise absolument pas le prix, et pour lesquels d'ailleurs on a des stocks qui sont des stocks assez limités, 3 mois de pétrole, quelques mois également pour le gaz. Donc Donc si on nous coupe les il faut vannes, vraiment si on nous qu'on coupe soit conscient Oui, si on nous coupe les vannes, vous avez tout à l'activité fait raison. s'arrête au bout de 3 mois, vous avez L'économie dit? s'arrête en quelques mois. Exactement, exactement. L'Amérique, enfin les États-Unis sont aujourd'hui le premier fournisseur de gaz de la France depuis 2022. Mhm. Donc l'Amérique a remplacé la Russie. Donc on est passé d'une dépendance de Poutine à une dépendance à Trump, finalement. Alors, dans un premier temps, on est passé une dépendance à Biden, mais de passer de Biden à Trump, on est en train de comprendre que ça signifie pas nécessairement la même chose. Alors, la volonté de Trump en première appréciation, elle est de forer, et donc d'exporter le maximum de gaz. Donc, on pourrait dire que ça va augmenter la concurrence et donc plutôt faire baisser le prix du gaz. Mais dans le même temps, on est bien conscient, et c'est le cas à l'heure actuelle, que Trump ne se privera d'aucun argument pour nous tordre le bras dans différentes circonstances sur des dossiers qui peuvent être des dossiers militaires, qui peuvent être d'autres dossiers commerciaux. Et de ce point de vue, notre dépendance en matière gazière, eh bien, à l'évidence, n'est pas un bon signe. Et à nouveau, la réponse est la même, c'est-à-dire de maintenir le cap de la décarbonation
de remplacer le gaz par ses substituts. Ça peut être du biogaz, du biométhane qui est produit en partie, qui est produit Hmm. à partir notamment de ressources Qui agricoles, de coûte beaucoup plus développer les cher, qui coûte renouvelables. beaucoup plus cher que le gaz Alors, naturel, hein. alors, qui coûte plus cher, ça dépend des moments. C'est-à-dire que Oui, il coûte plus cher lorsque le prix du gaz fossile est bas. Il coûte moins cher comme c'était le cas en 2022. Et puis, par ailleurs, il offre une garantie de sécurité, une garantie assurantielle en quelque sorte, parce que ce gaz qui est chez nous, dès lors qu'on organise bien la filière et la production dans nos campagnes, eh bien, il a toute une série de vertus, parmi lesquelles notamment de contribuer au modèle économique de l'agriculture. Et ça, c'est important, évidemment. hmm. Juste avant de terminer, Patrice Geoffron, vous m'inquiétez là, Trump, son intérêt, c'est il l'a dit, forer, 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 et de vendre le maximum de GNL, notamment aux Européens, pour enrichir l'Amérique au sens large, enfin l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis. C'est pas son intérêt, même s'il veut nous tordre le bras dans d'autres dossiers, d'éventuellement mettre, comment dire, réduire ou mettre à risque nos approvisionnements. Écoutez, pour les gens qui nous écoutent, je ne vais pas dire que je comprends quoi que ce soit à la logique économique de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est ce que les Américains eux-mêmes sont en train de découvrir. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais finalement, on a été édifié par le fait qu'on était dépendant à la Russie et qu'une situation de conflit a conduit à nous mettre en grave crise. Il n'est plus du tout certain pour l'avenir que les États-Unis de Trump, en tout cas, soient nos alliés, soient dans une relation partenariale de long terme avec nous. Donc, je dis simplement qu'il faut être vigilant et que ça n'est pas le moment, en tout cas, de réduire le rythme de la décarbonation, parce que ce serait maintenir nos dépendances d'une manière ou d'une autre. Allez, merci beaucoup, c'était très clair. Explication, décryptage, signe Avec Patrice plaisir, à Geoffron, bientôt. professeur à l'Université Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes. Merci à vous, à bientôt.